Le Fonds monétaire international félicite la Côte d'Ivoire pour les nombreux progrès réalisés au plan économique. Une délégation du FMI vient d'être reçue par le président de la République qui a aussi reçu le rapport de l'évaluation environnementale post-conflit en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, s'est entretenu avec une délégation de rois et chefs traditionnels. Les échanges ont porté sur la mise en place du directoire des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro le 2 octobre prochain. Un plan de sécurisation de la présidentielle de 2015 vient d'être réalisé conjointement par l'ONUCI et les forces de défense et de sécurité. Le plan est dénommé Aube Nouvelle. Au lendemain de la bousculade qui a fait au moins 717 morts et 863 blessés à la Mecque, les autorités saoudiennes promettent une enquête rapide et transparente. Nous ferons le point dans cette édition. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI1. Le FMI félicite la Côte d'Ivoire pour les nombreux progrès réalisés au plan économique. Une délégation du Fonds monétaire international en mission en Côte d'Ivoire a été reçue par le président de la République Alassane Ouattara. Cette mission du FMI intervient dans le cadre de la 8e et dernière revue du programme de facilité élargie. On en sait plus avec Viviane Aïmé. Le FMI décerne un bon point au gouvernement ivoirien et en premier lieu au président de la République Alassane Ouattara pour avoir passé avec succès toutes les étapes du programme de facilité élargie de crédit. À la tête de la mission d'experts du FMI pour la 8e et dernière revue, Michel Lazare a clairement déclaré sa satisfaction devant les résultats observés. Donc notre programme économique financier soutenu par une facilité élargie de crédit se termine à la fin de l'année 2015, ce qui nous a donné l'occasion de faire un petit bilan de ce qui avait pu être fait entre l'approbation de ce programme en novembre 2011 et la fin de l'année 2015. Et ce que nous avons pu constater, c'est que le programme est un succès. Les objectifs du programme ont été atteints. La situation macroéconomique a été consolidée durant la période du programme. On voit également que des réformes structurelles importantes ont été menées tout au long de la durée du programme. Et cela se traduit par des résultats qui sont devenus tangibles pour la population. On voit par exemple des emplois qui ont été créés, on voit des entreprises qui ont été créées en nombre important, on voit par exemple que ça a permis de débloquer les salaires des fonctionnaires, que ça a permis aussi d'augmenter le salaire minimum. On voit de façon très visible des infrastructures, qu'il s'agisse de ponts, de routes, d'autoroutes qui ont pu être construits. Et surtout, on voit aussi une forte amélioration de la fourniture de services sociaux, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation ou plus récemment la création de la couverture médicale universelle. Donc au total, comme on dit en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si la croissance se mange, mais moi je la vois. Elle a des résultats tangibles et visibles, donc c'est tant mieux pour la population. Je voudrais vous rappeler que le directeur général du Fonds, Madame Lagarde, dans son discours devant l'Assemblée nationale en janvier 2013, a appelé de ses voeux un deuxième miracle économique ivoirien. Et le constat que nous faisons à l'issue un peu de ce premier programme 2011-2015, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Et donc, on peut toujours appeler de nos voeux un deuxième miracle ivoirien. Passage avec brio pour le gouvernement, le quinquennat 2016-2020 s'annonce sous des perspectives des plus heureuses pour la Côte d'Ivoire. Et on reste au palais présidentiel où le chef de l'État a reçu le rapport de l'évaluation environnementale post-conflit en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Environnement, auteur de ce rapport, a aussi remis au président de la République le document officiel comportant la contribution de notre pays à la COP 21 qui aura lieu en décembre prochain en France. On retrouve Viviane Aïmé. C'est avec une grande fierté que le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a présenté au président de la République ce vendredi matin les résultats de 2 importants travaux au bénéfice de la préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire, réalisés par son département ministériel sous sa conduite. Un de ces travaux a consisté en l'élaboration d'une politique et d'une stratégie de développement national qui prend en compte la lutte contre les gaz à effet de serre, cause des perturbations climatiques,
Ce travail, consigné en un document que le ministre Alakwadio Remi a remis officiellement au président de la République Alassane Ouattara, est la contribution de la Côte d'Ivoire à la COP 21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Paris. Tous les pays du monde doivent présenter leur contribution. La Côte d'Ivoire est le 9e pays en Afrique à présenter sa contribution. L'autre importante réalisation que le ministre Alakwadio Remi a présentée au président de la République est le résultat d'une évaluation de l'état de l'environnement national au sortir de 10 années de crise sociopolitique. Le gouvernement ivoirien a sollicité le programme des Nations Unies pour l'environnement afin qu'il réalise cette évaluation, ce qui a été obtenu. Les résultats de cette évaluation consignés dans un rapport qui a été remis au président de la République par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou. Présentant ces deux grands projets conduits avec succès par son département ministériel, le ministre Alakwadio Remi a souligné le grand intérêt accordé par le président de la République à la préservation de l'environnement national. Excellence pour le président de la République, la crise sociopolitique de 2002 à 2011 a favorisé les agressions contre l'environnement en Côte d'Ivoire. La faune, la flore, les eaux continentales et la mer ont souffert. Le déversement des déchets toxiques à Abidjan en août 2006 en est la parfaite illustration. Vous avez donc donné instruction que le gouvernement fasse l'état des lieux et des propositions. C'est donc ainsi qu'en août 2011, une requête a été envoyée au PNUE qui a répondu favorablement. Et puis, comme pour bien démontrer l'engagement national, le ministre a mis en avant la synergie qui a permis d'élaborer un plan national de lutte contre les gaz à effet de serre. Le caractère participatif s'est traduit par l'implication des 18 départements ministériels, des représentants de plus de 80 structures techniques de l'État, du secteur privé, des organisations de la société civile, du monde universitaire et de la recherche, ainsi que les acteurs de la communication et des médias. À son tour, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire a assuré que l'évaluation environnementale post-conflit de la Côte d'Ivoire, réalisée par les Nations Unies, permettra de mobiliser des ressources financières pour appuyer le gouvernement dans sa politique de préservation de l'environnement national. Nous pouvons vous assurer ici que toutes les recommandations faites dans le cadre du rapport auront forcément un retour sur investissement à moyen terme en ce qui concerne la restauration des parcs nationaux pour promouvoir le tourisme, la réhabilitation de la lagune ébriée pour stimuler une série d'activités socio-économiques et la création d'emplois si la Côte d'Ivoire décide de lancer une campagne de plantation d'1 milliard d'arbres. En réponse, le président de la République a félicité la réalisation de ces deux importants travaux. Concernant l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre les gaz à effet de serre, le président de la République a souhaité que la Côte d'Ivoire bénéficie, elle aussi, du fonds vert doté de 100 milliards de francs qui sera mis en place par les Nations Unies. La Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays d'Afrique, subit déjà les effets négatifs des changements climatiques avec l'érosion côtière, les pluies diluviennes de plus en plus intenses et fréquentes, quelquefois entraînant mort d'hommes malheureusement, le décalage des saisons avec des conséquences dramatiques dans le secteur agricole également. C'est pour toutes ces raisons que la Côte d'Ivoire place un grand espoir dans les négociations de la conférence de Paris en décembre 2015. Nous espérons qu'elles déboucheront sur un accord pour contenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés centigrades d'ici 2050. Plusieurs initiatives d'ordre législatif, institutionnel et pragmatique sont en train d'être prises au plan national pour lutter contre les changements climatiques. Notre pays est disposé à contribuer aux efforts en cours au niveau mondial pour réduire les émissions à effet de serre. Ceci se fera à travers notamment des programmes de reboisement, une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique
et des initiatives de recyclage et de valorisation efficiente des déchets. Je voudrais toutefois rappeler que la contribution des pays en développement dans la réduction de gaz à effet de serre ne devra pas se faire au détriment de la croissance économique et du développement social. Pour les pays en développement, la contribution à la réduction des gaz à effet de serre, sans compromettre la croissance économique et le développement, va nécessiter des financements importants à travers le Fonds vert, des transferts de technologies appropriés et un renforcement de capacités techniques. L'Union africaine a estimé que le Fonds vert devrait être doté d'une contribution de 100 milliards de dollars ou d'euros par an. S'agissant du rapport environnemental, le président de la République a promis que le gouvernement étudiera les différents projets qui y sont contenus. La cérémonie a pris fin. Le président de la République a visité une exposition photo des différents sites environnementaux en Côte d'Ivoire. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Paulette Badjo, et le président du Conseil national de la presse, Raphaël Lakpé, ont remis ce vendredi 25 septembre leur rapport annuel au président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a félicité les membres de la CNDH-CI et du CNP pour l'important travail accompli avant d'indiquer que les recommandations pertinentes seront mises en œuvre et les différents points examinés avec attention. En visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire, le directeur général du Bureau international du travail a été reçu à dîner par le gouvernement ivoirien. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ainsi que des centrales syndicales. Ces derniers ont levé le toast pour saluer la réinstallation des bureaux du BIT au bord de la lagune Ébrié, délocalisée à Addis Abeba en Éthiopie en 2005. Un retour donc qui aura des implications positives, donc un signal fort pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Deux géants internationaux ouvrent une nouvelle brasserie en Côte d'Ivoire. Il s'agit du groupe CFAO et Heineken. Ces groupes installent une unité de production de bière. Coût du projet 100 milliards de francs CFA. L'usine sera implantée dans la zone industrielle PK24 en périphérie d'Abidjan. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan y était ce matin pour la pose de la première pierre, comme nous l'explique Christelle Menant. 1,6 million d'hectolitres en plus dans les circuits de distribution de la bière en Côte d'Ivoire à partir de 2017. C'est la capacité de production annuelle annoncée pour Brassivoire, la nouvelle usine, fruit d'une joint venture entre CFAO et Heineken. 100 milliards de francs CFA ont été investis par les deux groupes internationaux dans ce projet qui générera 700 emplois directs et 40 000 indirects. De quoi donner le sourire au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, venu poser la première pierre. Le gouvernement ne peut qu'encourager ce type d'initiative d'une importance pour l'économie nationale en général et pour le développement industriel de la Côte d'Ivoire en particulier. Le gouvernement a entrepris plusieurs réformes structurelles et sectorielles importantes à l'effet de favoriser l'investissement national et étranger en Côte d'Ivoire. Le secteur privé est et sera le moteur de la croissance ivoirienne. C'est la première usine à s'installer dans la nouvelle zone industrielle PK24, ouverte il y a seulement 5 mois en périphérie abidjanaise. Signe du dynamisme en cours dans le milieu industriel et de la croissance des investissements. Plus 12% d'investissements agréés, annonce le CPC. L'Hollandais Heineken voit plus loin que ce premier investissement. Il veut produire localement les matières premières agricoles utiles à la fabrication de ses bières. Nous allons dynamiser l'économie, faire du business avec de nombreuses sociétés ivoiriennes. Partenaires de la croissance, c'est aussi produire localement des matières premières agricoles dont nous avons besoin pour fabriquer nos bières. Nous avons chez Heineken une ambition très claire, produire en 2020 60% de nos matières premières agricoles sur le continent africain. L'union du 3e brasseur mondial et du groupe CFAO dans Brassivoire est la deuxième du genre après celle de Brasco au Congo. Sur le marché très porteur et quasi monopolistique de la bière en Côte d'Ivoire, Brassivoire affrontera la Solibra et les brasseries ivoiriennes détenues par le groupe Castel, numéro 2 africain de la bière. La consommation moyenne de bière en Côte d'Ivoire est d'environ 7 litres par habitant et par an.
Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, s'est entretenu avec une délégation de rois et chefs traditionnels. Les échanges ont porté sur la mise en place du directoire des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro le 2 octobre prochain et ce sera en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le reportage d'Abou Sanogo. Le directoire des rois et chefs traditionnels sera installé le vendredi 2 octobre prochain à Yamoussoukro en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. C'est dans cette optique que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a échangé avec une délégation de rois et chefs traditionnels. Il a insisté sur le rôle de la future Chambre des rois et chefs traditionnels dans la recherche, le maintien, la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Le président a une très grande attente. Il considère que dans son mandat, au-delà de tout ce qui a été fait, c'est un acte très important, très fort du repositionnement de la Côte d'Ivoire en allant sur nos valeurs profondes, nos vraies valeurs, nos valeurs ancestrales par la réhabilitation des rois et chefs. Et il considère que leur contribution sera importante pour la paix, l'unité et l'avenir du pays. Les rois et chefs traditionnels entendent mériter de la confiance du président de la République, Alassane Ouattara. En nous mettant en mission, c'est pour nous permettre de faire en sorte que la paix puisse régner, parce que les rois et les chefs sont pour la cohésion sociale. Nous disons merci au président de la République de nous avoir offert ce joyau, et parce qu'on annonce un siège provisoire, mais d'autres moyens seront dégagés en notre faveur. Et c'est un honneur, c'est une fierté. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a indiqué que la future Chambre des rois et chefs traditionnels sera dotée d'un budget annuel, de véhicules de liaison et de transport. La rencontre du 2 octobre sera marquée par la présentation du décret qui nomme les 35 membres du directoire des rois et chefs traditionnels. Des cadres de l'administration membres des comités nationaux de politique économique sont en formation. Issus de l'UEMOA, ils renforcent ainsi leur capacité sur la dette publique. L'objectif est clairement affiché, assurer le financement des besoins de l'État en prenant en compte la dette publique. On en sait plus avec Lansine Bakayoko et Adama Kone. Les différents allègements dont ont bénéficié les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, au titre des initiatives PPTE, pays pauvres très endettés, ont réduit significativement le taux d'endettement public. Ces allègements ont également offert aux États bénéficiaires l'opportunité d'accéder à des ressources abondantes et à des instruments de financement plus variés tels que les marchés internationaux de capitaux. Les bénéfices pouvant être tirés de ces opportunités s'accompagnent toutefois de risques. Sur l'endettement, il y a un risque assez grand de ne pas pouvoir procéder au développement. Donc, les ressources pour lesquelles les pays ont contracté la dette ne peuvent plus être affectées au financement du développement. Face à tous ces défis, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine met à la disposition des États les outils indispensables à une gestion rigoureuse de la dette publique. Nous mettons l'accent maintenant de plus en plus sur le suivi de la politique d'endettement des États. Et donc, par conséquent, nous voulons mettre à la disposition des comités nationaux de politique économique des outils modernes de suivi et d'élaboration de la stratégie d'endettement de la dette publique. Le plafond d'endettement communautaire admis au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est fixé à 70% du produit intérieur brut, PIB. Le ministère des Ressources animales et halieutiques renforce son dispositif de lutte contre la grippe aviaire en équipant ses directions régionales de matériel roulant. Le ministre Kwasi Adjoumani, qui a remis ces matériels, a demandé à ses agents de multiplier les missions sur le terrain contre la grippe aviaire. Serge Koléa pour en savoir davantage. 52 motos et 5 voitures destinées aux directions régionales et départementales du ministère des Ressources animales et halieutiques. Pour le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, il s'agit d'améliorer les capacités d'action des techniciens qui ont le devoir de réaliser des résultats performants. Ce geste du gouvernement, selon lui, va renforcer la lutte contre l'épidémie de la grippe aviaire. C'est pourquoi il a invité les bénéficiaires à mener des missions de prévention dans tous les élevages, à rassurer les éleveurs en leur donnant les conseils utiles, tout en favorisant par leur mobilité le bien-être et la santé des consommateurs. C'est le lieu donc pour nous de rendre un hommage particulier
à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui ne cesse d'accorder une attention particulière au développement des ressources animales et halieutiques afin que les populations aient des protéines en abondance et aussi en qualité. Depuis 2011, au moins 19 directions régionales et départementales ont vu leurs bâtiments construits ou rénovés. Au total, une cinquantaine de voitures et plus de 200 motos ont été distribuées aux agents du ministère des Ressources animales et halieutiques. Nous partons à présent à Tanda pour voir l'inauguration du centre de santé qui porte le nom du président du PDCI, Henri Konan Bédié. Le témoignage est signé Sylvie Touré. Coupure du ruban, découverte de la plaque, le centre de santé Henri Konan Bédié d'Andadia est officiellement ouvert. L'ouvrage met fin au calvaire des populations de cette localité du département de Tanda, contraintes de parcourir des kilomètres pour se faire consulter par un médecin. Il a coûté 45 millions de francs CFA, financé par le député maire de Tanda, Séverin Yebois, qui dit l'avoir réalisé grâce à ses indemnités de député. Il exhorte les populations à renouveler leur confiance au président de la République pour pallier les besoins de développement de la région. Et ce développement ne saurait se faire sans cohésion, a ajouté le représentant du parrain. Pour accompagner l'initiative, le parrain Henri Konan Bédié prend en charge la clôture et l'approvisionnement en médicaments du centre de santé qui porte son nom à hauteur de 2 millions de francs CFA, a annoncé son représentant, le professeur Maurice Kakou Gikaouye. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso renforcent leur coopération dans le domaine de la formation. L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC Burkina Faso et l'Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication ISTC Côte d'Ivoire ont signé une convention de partenariat le mercredi dernier. Les cycles sont les mêmes à une lettre près. Leur objet social est identique. L'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication du Burkina Faso, et l'ISTC, l'Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication de Côte d'Ivoire, viennent de sceller un partenariat. Les deux instituts s'engagent à mutualiser la formation dans l'espace UEMOA en particulier et africain en général, un acte important pour la partie burkinabé. Parce que également la mutualisation sud-sud permet de mettre à la disposition des jeunes une plateforme de connaissances théoriques, pratiques et d'apprentissage. Parce que nous devons mettre ensemble nos efforts, nos actions, afin que nos pays respectifs puissent disposer des hommes de qualité, gage de bons dirigeants futurs de nos deux pays. L'ISTC part à ce rendez-vous avec de nombreux acquis. Il s'agit d'un amphithéâtre de 650 places, un dortoir de standing international d'une capacité de 80 places, mais aussi 3 projets importants. Il s'agit du projet de numérisation des studios et régies radio et télé, du projet d'équipement de l'une des salles spécialisées, le laboratoire d'essais et mesures destiné aux télécommunications et technologies de l'audiovisuel, du projet de réhabilitation des infrastructures. Selon la ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, l'accord est le résultat d'un long processus de négociation et prolonge les actes de coopération entre les deux pays. La cérémonie de ce jour est donc la 4e du genre dans le secteur de la communication et vient parachever, je dirais, le processus de partenariat qui a été engagé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans le secteur de l'information et de la communication. La convention a été passée dans les formes habituelles, signature, échange de parapheurs et photos des familles. Le reportage d'Armand Boui était commenté pour vous par Jean-Jacques Kwameala. Le 27 septembre prochain, le président de la République entame sa visite d'État dans le Gord. Avant son arrivée, la première dame, Dominique Ouattara, fait des dons aux populations. Celles d'Oumé ont reçu des dons estimés à 110 millions de francs CFA et l'enveloppe du Fonds des femmes est passée de 20 millions à 150 millions de francs CFA, nous explique Thomas Kessambi. Le soleil de Oumé a plus que brillé d'ordinaire ce vendredi, illuminant avec ses rayons les cœurs et les pas. Ce pays gourou et bon compte dans la République.
et a du prix aux yeux de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Des présents presque de tous ordres pour une valeur de 110 millions de francs CFA. Présentés aux femmes du département, cela ne pouvait que créer de la ferveur. Mais ce n'est pas juste que des cadeaux. La première dame de Côte d'Ivoire augmente l'enveloppe d'appui aux femmes du département, à toutes les femmes sans distinction aucune. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, Oumé aujourd'hui passe de 20 millions à 150 millions. Donc la première dame met 130 millions de plus pour vous à la COPEC de Oumé. C'est un fonds, j'insiste là-dessus, qui n'a aucune coloration politique, aucune coloration ethnique, aucune coloration religieuse. Il est destiné à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, sans distinction d'origine, de religion et d'ethnie. C'est une population soulagée par cette action de l'épouse du chef de l'État qui savoure sa joie. C'est une joie totale pour la région du Gord et précisément Oumé. Et les enfants, les femmes, les mamans sont contentes. Moi, en tant que chef du village, je suis très heureuse. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce que nous venons de voir. Nous sommes tellement heureux pour nos enfants, nos femmes, que pour le département, qu'il n'y a pas de mots pour qualifier. Tout simplement, nous pouvons dire que merci, grand merci pour tout ce qu'elle vient de faire. 4 filles de la région, Virginie Ayatouré, tient aussi à louer le mérite du couple Ouattara. Que le premier cadeau que les femmes de Oumé lui font, c'est leur amour. Nous l'aimons, nous la soutenons. Nous sommes avec elle et comme dirait l'autre, Madame Dominique Ouattara en bicom. Oumé honoré, Oumé reconnaissant, compte se rendre à Gagnoa pour l'exprimer de vive voix au couple présidentiel qui y sera en début de semaine pour une visite d'État. Un plan de sécurisation de la présidentielle de 2015 vient d'être réalisé conjointement par l'ONUCI et les forces de défense et de sécurité. Le plan est dénommé Aube Nouvelle. Mais comment se déroule cette opération? Eh bien, pour se faire une idée, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, et la représentante du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire se sont rendus à Séguéla, nous témoigne Hamza Diaby. Campagne électorale, jour du scrutin et résultat, tout le processus doit être apaisé. Voilà le souhait des autorités et elles y travaillent. En collaboration avec l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, elles ont élaboré un plan de sécurisation de tout le processus électoral. C'est l'opération Aube Nouvelle. Aube Nouvelle parce que la Côte d'Ivoire sort d'une crise, longue crise qui a mis le pays en léthargie. Nous sortons donc de cette situation et donc c'est l'espoir. Il était important que nous venions sur le terrain pour expérimenter ce plan de sécurisation grandeur nature. Nous avons sollicité la présence de nos partenaires habituels traditionnels. Nous avons donc les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et avec donc l'ONUCI, nous avons fait cette présentation qui a donc accueilli de nombreuses observations et qui vont nous permettre de l'améliorer. La présentation du plan Aube Nouvelle aux autorités a été faite à Séguéla dans le Ouorodougou. Du côté de l'ONUCI, on est confiant. Encore quelques petits réglages et le plan sera fin prêt. Ce que je retire moi personnellement, c'est que le plan est un bon plan qui mérite à être un peu peaufiné, mais c'est un bon plan qui va nous permettre en tout cas d'apporter la contribution de l'ONUCI à la sécurisation des élections. Pour le représentant de la CEI à cette présentation, le plan Aube Nouvelle est une chance pour une période électorale sans heurts en Côte d'Ivoire. Je repartirai d'ici assez beaucoup rassuré dans la mesure où, au niveau de la CEI, grâce à la volonté du président de la CEI, M. Youssou Bakayoko, nous avons mis en place un centre de coordination des opérations électorales. Et donc, nous travaillons ensemble à le fait de rassurer le collège électoral qui s'engage à travers ce processus à donner espoir aux Ivoiriens qui rêvent de cette aube nouvelle. Ce sont au total 34 000 soldats qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national pour sécuriser l'élection présidentielle. Que s'est-il exactement passé hier matin à Mina? C'est la question que se posent les autorités saoudiennes au lendemain de la bousculade qui a fait au moins 717 morts et 863 blessés à la Mecque
Pour éclaircir la situation, les autorités saoudiennes promettent une enquête rapide et transparente. Sylvie Touré pour Le Point. Des corps sans vie, des blessés qui appellent à l'aide, d'autres sont transportés sur civière vers des hôpitaux. Au total, plus de 700 morts et autant de blessés. Le pèlerinage à la Mecque a connu l'un des pires drames de son histoire, une tragédie qui s'est produite à l'occasion du rituel de lapidation de Satan entre un groupe quittant le site et un autre qui y allait. Le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud a reçu le responsable du Hajj et exigé que les responsabilités soient situées au plus tôt. Nous avons ordonné une enquête sur ce triste accident pour parvenir à des conclusions concernant ces circonstances dans les plus brefs délais. Le roi Salman a également annoncé une révision des plans d'organisation du pèlerinage et des trajets des fidèles. Ce vendredi, des forces spéciales d'urgence saoudiennes ont été déployées en renfort sur le site à Mina, insuffisant pour calmer la colère des pèlerins. Je condamne le gouvernement saoudien car il n'a pas contrôlé. J'étais là-bas, j'ai survécu, mais j'espère qu'ils prendront plus de mesures comme ce qu'ils ont fait aujourd'hui. J'ai eu peur, mais je suis toujours vivant et j'espère que ma famille va me voir, va voir que j'ai survécu. L'identification des corps se poursuit. 4 hôpitaux ont été réquisitionnés, ainsi que 220 ambulances et des hélicoptères pour porter secours aux victimes. Ce drame est le 2e cette année. Il intervient après l'effondrement d'une grue qui avait fait plus de 100 morts il y a 2 semaines. Pour mémoire, sur les 7 accidents ayant frappé le Hajj ces 25 dernières années, 6 ont eu lieu lors de la lapidation de Satan. La pire tragédie s'était déroulée en 1990, une bousculade consécutive à une panne du système de ventilation. 1426 pèlerins avaient péri, tous asphyxiés. Et le ministère d'État, ministère de l'Intérieur, de la Sécurité communique suite à la bousculade meurtrière survenue le jeudi 24 septembre 2015 à Mina, en Arabie Saoudite, à l'occasion du pèlerinage musulman et ayant fait 717 morts et 815 blessés. Le gouvernement ivoirien a le regret d'annoncer qu'à ce jour, le bilan fait état de 14 morts dans les rangs des pèlerins ivoiriens. Une mission est en cours pour déterminer avec exactitude le nombre et l'identité des victimes ivoiriennes. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles endeuillées et les assure de son soutien en cette douloureuse circonstance. Une cellule de veille a été mise en place et est en contact avec les familles des victimes. Les représentants du gouvernement ivoirien sont sur place en Arabie Saoudite pour suivre cette situation et prendre toutes les mesures qui s'imposent. Les numéros suivants sont ouverts au public pour plus d'informations: 79 20 69 62, 67 81 21 14, 02 30 59 43, 56 37 87 20. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Mais ne décrochez surtout pas, la finale de Star Love, c'est ce soir à partir de 21h sur RTI 1. Et cette finale vous est retransmise en direct du Palais de la Culture. Merci à vous tous de votre aimable attention.